Bienvenue sur cette deuxième partie de l'épisode avec Djadji Dembélé. Si vous ne l'avez pas écouté la première partie, allez l'écouter. Et si vous avez déjà écouté la première partie, j'espère que ça va vous plaire. Et du coup, la question que j'avais, c'était par rapport justement au... le soninké, enfin, en tout cas, moi, je suis mauritanien. Euh, ça, c'est minoritaire du coup enfin, je vais parler des trois pays. Tu sais que nous ne sommes pas que dans ces trois pays. On va parler enfin, de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal. Donc on est minoritaire dans ces trois pays. Et le soninké, ça reste vu comme une langue assez dure, on va dire, et une langue rurale, donc une langue de villageois. Mm. Toi, quand tu étais jeune, est-ce qu'à Bamako, tu étais à l'aise à parler le soninké ou tu avais parfois des remarques de tes amis enfin, comment c'était en fait en tant que Alors, jeune en fait? alors, je n'étais pas du tout à l'aise, D'accord. absolument pas du tout. Mm, Je pense que il y a plusieurs facteurs. Bon, je peux en citer 2. mm, Le premier est que, étant donné que les Soninké sont on va dire, les Kalungora des Malinké, mhm, il y avait beaucoup de pics lancés par rapport à ça et en étant enfant, bah, évidemment, on mm, s'abstient. Il y avait même, des petites chansons, des comptines, Maracas il en fait sur la Farakera Bassier. Enfin, en gros, les Soninké sont venus dîner chez nous, on a mangé, du couscous mhm. et puis à un moment donné, on n'arrivait plus à avaler parce que, voilà, on allait s'étouffer à cause du couscous. Enfin, des D'accord. Soninké, enfin, c'était à la fois drôle, Ouais, mais mais pas. mesquin. Ouais. Et le deuxième facteur, c'est que Mm, souvent, puisque c'est une langue rurale, on va dire, mhm. les Soninké qui venaient à Bamako Parle pas. s'est comporté d'une certaine façon. Donc, en tant qu'enfant, Je vois. on n'aimait C'est pas pas ma tante, c'est s'identifier. pas mon C'est pas ma tante parce que la dame, Ouais, elle met un bazin jaune, tout exact, jaune, avec de exactement. l'or. Mm, Enfin, t'as l'impression de voir je la reine vois, soleil, on va je dire, vois, je vois. arriver. Donc, c'était délicat. C'était Mhm, très, très délicat. Mais, mis à part cela, oui, à un moment donné, quand j'ai pris conscience que mhm, c'était enfin, la langue de mes parents, que je devais aussi, défendre quelque part, c'est là, et je pense que je ne suis pas le seul, enfin, je n'ai pas été le seul dans mm, cette situation. Parfois, on essayait de parler en soninké, même à l'extérieur, mhm, avec d'autres amis qui parlaient, même parfois, c'est que aussi vrai, beaucoup de gens, qui étaient originaires de la région de Caille avaient des mhm, parents qui parlaient le soninké, c'est-à-dire, mhm. qui n'étaient pas soninké, mais les parents parlaient soninké. D'accord. Donc parfois les enfants comprenaient, en Mhm, fait, ou bien c'était la grand-mère, j'avais un voisin dont, les parents étaient rassonqués, mais la grand-mère parlait soninké parce qu'elle avait grandi à Maïna avec des soninké. Donc il y avait des cas comme ça où il m'arrivait, en fait, de parler soninké à l'extérieur à des gens qui ne l'étaient pas du tout. Mais c'est vrai que de manière globale, mhm, c'était assez compliqué et je pense que ça doit être la même chose pour la Mauritanie et le Sénégal parce que mhm, les soninké sont nombreux, mais mhm, minoritaires, partagés en fait en 3 pays mhm. où ils sont minoritaires. Après, enfin, pour le Sénégal et le Mali, je pense que ça doit être la même chose. Enfin, c'est-à-dire que, en tout cas, en ville, ils vont plus parler Wolof, Ouais. Bambara, parce que c'est la langue dominante, on va Mmh. dire. En Mauritanie, c'est un peu différent, parce qu'en Mauritanie, on vit avec les morts, donc les Ouais. Arabes berbères. Donc l'altérité, Mmh. elle est plus palpable, en Ouais, fait. Et prononcé, du oui. coup, tu vas pas, tu vas pas t'amuser, entre guillemets, à parler Hassania, Non. même si les gens le parlent et le comprennent. Donc je pense que ça va. C'est ce qui, entre guillemets, permet, je pense, la facilité, en fait, au soninké, je pense, à parler plus librement soninké en Mauritanie, peut-être, en tout cas. Euh, et du coup, cette prise de conscience, en fait, est-ce que l'effort, du coup, de parler soninké elle vient de cette prise de conscience? Enfin, tu sais, quand tu grandis, tu dis, ouais, c'est la langue de mes parents. Enfin, comment ça se passe, en fait? Elle elle ne vient pas de cette prise de conscience. Il a fallu Hmm, peut-être, quelques reproches du papa, d'accord. et aussi de ses cousins, enfin, Mhm, de plein de choses parce que parfois, comme je disais, en fait, dans la mhm, même conversation, mhm, parlant le soninké, le français, le bambara, on ne s'en rendait pas compte. mhm, Mais clairement, on commençait en soninké, ça finissait en bambara. C'est-à-dire que, mhm, hem, ce n'était même pas volontaire. mhm, Parfois, je entre vois. frères et sœurs, on est là au salon, Mhm, on se met à parler bambara. bien sûr. Et bien sûr, mon père me dit: «Mais c'est quoi ça? C'est Mhm, quoi cette mhm, histoire? Parler le soninké vous brûle la langue», mhm, mais on le répondait enfin, on était persuadés qu'il voulait juste comprendre ce qu'on disait. Et pour nous mhm. d'ailleurs, parler en bambara, c'était l'empêcher de comprendre ce D'accord. qu'on disait parce que malgré tout ce temps passé à Bamako, il Il ne comprenait pas.
enfin, maintenant, ça va, mais Mmh. avant, ils ne comprenaient presque rien, en Mmh. fait, de ce qu'on disait. Et je pense qu'il y a de cela et surtout qu'à un moment donné aussi, la musique, les films, Mmh. produits par Camara Productions, hein, Oui. qu'on salue tous, qui nous Mmh. a égayés, en tout cas, pendant notre enfance avec les DVD, les magnétoscopes. Donc ça faisait que en fait, finalement, le personnage de Bella Soumaré et tout, on s'amusait à reprendre ses sketchs. Donc je pense que ça nous a beaucoup aidé aussi Mmh. à pouvoir s'affirmer dans un environnement où, la plupart des sketchs étaient en bambara, où les Exactement. films étaient forcément en langue bambara. Donc ces productions théâtrales-là, mine de rien, étaient aussi des ressources pour Mmh. nous, pour apprendre la langue. Très bien. Et aujourd'hui, en fait, quelle est enfin, la place du soninké au Mali, en fait, que ce soit bon, dans les villages, hein, je pense que tout le monde parle soninké, mais à Bamako, comment ça se passe? Quelle est l'évolution, en fait? Est-ce qu'il y a un second souffle ou il y a une perte du soninké? Alors, Comment? je ne veux pas faire une déclaration hasardeuse. Oui, oui, non, non. Je C'est ne sais intéressant. pas du tout, enfin, Mhm, parce que c'est très délicat de mhm, enfin, je pense pas avoir lu d'études sur le mhm. sujet. Je ne peux m'exprimer que par Bien rapport à sûr. ce que je sais. Ce que tu sais, oui. Voilà, je sais qu'il y a de plus en plus de soninké dans certains nouveaux quartiers de Bamako et ça s'explique. Par exemple, il y a un cousin qui achète un terrain à Kabala, envoie un autre, il dit oui à son cousin: «Est-ce que tu veux le terrain coûte 3 millions, tu te dépêches pas, ça va augmenter». Donc en Mhm, fait, des gens d'un village entier se retrouvent à oui, occuper une rue ensemble. exactement. Donc, Donc les autres les appellent Marakabougou, c'est-à-dire le quartier de soninké. exact. Il y a 2 quartiers comme ça, Tiebani, Kabala, il y a plein de Soniquais qui ont construit des maisons là-bas. Mhm, Donc sur une rue, tu te retrouves avec 10 familles Soniquais et les enfants jouent ensemble. Donc ça d'accord. crée des formes de microcosme où évidemment les Soniquais est très pratiqué, mais en dehors de ces exemples, je pense que Mhm, globalement à Bamako, mhm, c'est le Bambara qui domine. C'est le Bambara qui domine et pour des bonnes et pour des mauvaises raisons. mhm. Ok. C'est-à-dire, bonne et mauvaise raison. Ah bah, les bonnes raisons, c'est qu'il y Mhm, a un continuum linguistique du mandé. d'accord. Le Bambara est intercompréhensible avec la moitié des langues dites nationales du Mali. Donc, il est tout à fait normal que des gens qui viennent du Rasso, qui parlent Rassonké ou des Malinké, en fait, par automatisme, se disant: «Ah oui, cette langue ressemble à ma langue, je vais plutôt la parler que d'apprendre une autre langue compliquée». Les mauvaises raisons, je pense que en voulant créer une forme de, on va dire, de nationalisme, en tout cas de sentiment national, Mhm, heu, les dirigeants ont encouragé l'apprentissage du bambara mhm, et c'est une langue qui s'est imposée d'elle-même, on va mhm. dire, on conteste pas cela, mais à force, on en vient à oublier qu'il existe d'autres langues au Mali D'accord. et ça peut créer des frustrations, mais c'est toujours délicat parce que ceux qui sont bambaraphones, on va dire, ne se Mhm, rendent pas compte parce qu'évidemment, ils sont en situation de majorité, pour eux, c'est normal. Mais à l'inverse, des populations originaires du nord ou de l'ouest, comme les Soninké, peuvent parfois avoir les sentiments que dans leur pays d'ailleurs, dans ton propre pays, si tu ne parles pas la langue d'une autre ethnie, en fait, tu es considéré comme pas malien. C'est-à-dire qu'il y a des gens à mhm, Bamako oui, effectivement. qui ont le toupet, on va le dire, Mhm, de te soupçonner, mhm, de ne pas être malien si tu parles mal le bambara je vois. ou si ton accent semble un Mhm. peu écorché. C'est qui je pense que dans un pays est parfois, dangereux. Ouais, c'est le cas, je sais, enfin, au Sénégal avec le WAF et même en Mauritanie avec le Sahel, effectivement. D'autant plus que enfin, ce sont des frontières qui ont été tracées Tout à à fait. la main. Et donc, c'est quand même dommage, en fait, de perdre une richesse, en fait, tu Mmh. vois, et de frustrer un bon nombre de personnes. Donc là, on a parlé de toi, de ton enfance, de ton arrivée en France, euh, de l'écriture. Mmh. Donc, on va passer à tes œuvres. D'accord. Voilà. Donc, tes œuvres que donc, les Tresses Royales, je l'ai commandé très récemment. Ouais, de Donc, malheureusement, j'ai pas pu tout lire, en toute fait. façon, J'ai quand même. ce n'est pas un roman. Oui, c'est pas un roman, et puis ça prend du temps, en fait. Oui. Enfin, Ouais. faut relire, revenir. Mais j'aimerais savoir, du coup, euh, pourquoi, en fait, ce titre. Donc, si je dis pas de bêtises, donc c'est Torinde, c'est ça, Oui, en soninké. oui, Tu l'as entendu dans une musique de Ganda Fadiga. oui. Euh, Pourquoi, en fait, les tresses royales?
Alors, c'était un peu une provocation, parce que j'ai été surpris d'entendre Torinde, ou bien Torano et tout ça pour désigner les têtes couronnées. Mais après, j'ai fait des recherches, j'ai compris qu'en fait, il fut un temps, pas très lointain, Mmh. les hommes se niquaient, se tressaient. Mmh. C'est-à-dire que c'était même un signe de bravoure, de noblesse, notamment par rapport à ben, un Diawara très connu, Lequel Karunga? Birate Karunga, Birate? D'accord. Ouais. ces fameuses tresses qu'il ne voulait pas enlever, qui a Mmh. été, on va dire, qui aurait été Mmh. l'une des raisons de son conflit avec El Hadj Omar. Donc Oui, je me c'est suis vrai. dit, mais en fait, aujourd'hui, quand un homme est tressé ou en tout cas semble avoir une coiffure qui sort de l'ordinaire, tout de suite on lui colle des étiquettes de délinquance, Mmh. de déraillement. C'est comme si quelque part on avait travesti nos valeurs quelque part. Mmh. Même par rapport à la représentation symbolique de nos propres corps, de nos cheveux. Mmh. Donc, et c'était un moment où j'étais en plein questionnement, hein, Mmh. sur l'identité. Mmh. Tu Heu, voulais te faire des tresses et papa a dit: «Non», c'est ça? non, Il a dit: «Non, pas chez moi». non, c'était juste parce que j'aime garder mes cheveux, je trouve Mmh. ça volumineux, mais Mmh. c'était déjà trop, en Ouais, fait. À c'est chaque vrai. fois, on me dit: «Mais il faut les couper». Ouais. Je cède et même là, je sens que Mmh. j'ai un peu aplati Mmh. pour l'époque, on me demande à nouveau de les couper. Mmh. Donc il y avait ces débats-là, mais c'était vraiment, quelque part, en fait, donner ce titre, c'est essayer de remettre les choses à leur place. Mmh. Et comme je le disais, j'étais en plein questionnement sur l'identité, sur ce que c'était d'être en fait soniqué aujourd'hui, enfin aujourd'hui au XXIe siècle. Hem Et que j'en étais vraiment au début, c'est que j'appelle l'écriture sérieuse, c'est-à-dire j j'étais passé de j'écris juste pour écrire à j'écris peut-être pour le montrer aux gens. Donc je ne me sentais pas encore capable d'aller vers le roman que Mmh. j'imaginais, très, très laborieux. Donc j'ai fait des petits textes donc qui abordaient, 1000 et un sujets autour de l'identité, de la culture, du conte, de la transmission. Et le titre vraiment qui me venait, c'était ça, les tresses royales, étant donné que je pense comme dans toutes les familles soninké, il y a cette tradition, on va dire guerrière, nos ancêtres censés avoir mené, Comment ça censé? telle guerre, Comment ça censé? censés, je vais dire Ils les censés. ont menés, ils Non, les mais ont ils les ont menés. menées les guerres, ils les ont menées les guerres. Ils les ont Non, gagnés. ils les ont gagnées d'ailleurs. Non, mais quand j'ai dit censés, c'est que, hem enfin, ça reste la tradition Oui, orale, je ne mets pas bien de sûr. doute là-dessus, mais parfois c'est ambigu parce que, Mmh. par rapport à ma famille d'ailleurs tout à l'heure je disais que c'était Soroma Rodjé, alors que Soroma c'est de l'autre côté de vers le stade de Bafulabé. Mais si nos ancêtres se sont installés dans cette zone, c'est parce que, selon la tradition orale, ils sont venus en renfort au Diafounu pour une guerre et que finalement ils ont décidé de rester. Mais D'accord. cette guerre, je pense que j'essayais de poser des questions pour la concorder parce que j'avais lu, sur sonincara.com, la traduction, Mmh. la version d'un griot de Gori, qui avait été traduit par un certain Doudou Saro sur sonincara.com. Mmh. Donc j'essaie en fait de retrouver la dite guerre dans les archives, coloniales, ou en tout cas des archives D'accord. autres que la version orale. Tantôt on me dit que c'est la guerre du Raman, donc Raman c'est qui? On ne sait pas. Si c'est la déformation du nom de Archinar ou bien d'un autre, on va dire sous-préfet colonial, en fait, ou bien si c'est Raman en question, c'était un Souraké. Mmh. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 guerres, mais je ne sais pas laquelle avait commencé pour qu'ils viennent et qu'ensuite la deuxième les a en fait, c'est très confus. Donc j'ai dit censé Mmh. avoir mené des guerres. D'accord. OK. Je ne sais pas lesquelles. Peut-être qu'il y a des gens qui savent, Mmh. donc dites-moi lesquelles. OK. Bah, dites-nous. On veut savoir, on veut savoir. Bah, du coup, donc ça, on était sur les tresses royales, Torinde. Et enfin, juste avant de passer à l'autre livre, donc tous les jeunes Soninkés, si vous voulez vous tresser, Djadje Dembélé vous a dit que vos ancêtres se tressaient. Donc, vous avez le droit. Voilà. Et vous leur ramenez le livre s'ils sont pas contents, ok? Voilà. Tu auras des problèmes, hein. J'assume. Voilà. Et le duel des grands-mères. Donc le duel des grands-mères, on en a déjà un petit peu parlé. Donc tu avais donné enfin, tu nous as expliqué pourquoi tu avais décidé de donner la parole à un enfant. Et autre chose, est-ce que comment dire, le cheminement d'Ahmet, on peut le voir comme une sorte de rite d'initiation en fait, le fait de repartir entre guillemets dans le bois sacré, euh, retour aux sources, à ses origines, pardon, à la langue des anciens. Est-ce que c'est
C'est une sorte de rite d'initiation, pour toi, en fait, enfin, d'Ahmet, en fait, ou simplement une punition? Non, c'est pas une punition, c'est Mmh. d'ailleurs les critiques français appellent ça un roman d'apprentissage, c'est-à-dire Mmh. on passe de l'adolescence, de la naïveté quelque part, voilà, à la vie d'adulte et chez les Mmh. Soninké, il y a effectivement une cérémonie d'ailleurs qui Mmh. symbolise c'est là, Nguna Outé. D'accord. Oui, effectivement. Voilà, donc bon, que moi personnellement je n'ai pas fait Mmh. et je le regrette Ah! encore. Est-ce que ça se fait toujours? Si, si, Ça ça se se fait fait toujours? toujours, dans certaines localités. Carta, par exemple, je vois des vidéos où c'est encore d'actualité, quoi. D'accord. Donc Où on c'est respecte le l'accoutrement, gunouté, la c'est période. quand on devient un «homme» entre Ouais, c'est guillemets ça, et hein. qu'on a le droit de mettre un Hop, pantalon cousu, ouais, c'est ça? c'est ça, OK, entre enfin, à la puberté, d'accord. souvent jusqu'à l'âge de 16 ans, qu'on le fait. Donc oui, c'est un roman d'apprentissage, Mmh. c'est en fait le fait d'avoir choisi d'ailleurs des chapitres où il va à la pêche, Mmh mh. s'est mêle aux hommes, de la famille, Mmh. c'était oui, c'était quelque part en fait passer de l'âge on va dire du citadin naïf, qui pense avoir tout connu, Mmh. à celui de voilà, d'un adolescent à qui on a transmis, certaines valeurs, l'histoire de la famille et cetera et qui en revient totalement changé. Et dans ce livre, du coup, mais également dans l'autre, tu écris en soninké sans traduction. Heu, moi personnellement, moi ça m'a plu. Je comprenais tout, on va dire, vu que c'est du soninké et que même du français, on pouvait lire, du soninké derrière. Il y avait également des scènes, heu, enfin, moi comment j'ai lu, en fait, c'était vraiment très visuel, en fait. C'est des scènes un petit peu, pas très jolies, Mmh. mais qui m'ont rappelé le village. C'est-à-dire, les crachats, par exemple, de la cola. Tu vois? Ça, c'est des choses au village, Mmh. voilà, tout le monde, et puis en tant que citadin, tu dis: «C'est quoi ça?» Tu vois? Pareil, il y a une des scènes où on a la grand-mère qui pleure, en fait, et qui va se moucher au sol, tu vois? Donc Ouais. enfin, c'est trivial, on va dire, donc je pense que quelqu'un peut le lire et voilà, et passer dessus. Mais moi, en fait, ça m'a marqué, tu vois? C'est des scènes que j'ai vues, et enfin, la réaction d'Ahmed, en fait, c'est exactement je dis: «Mais c'est quoi ça?» Tu vois? Et du coup, le fait de les reprendre, en fait, enfin, enfin, déjà, enfin, je suis personne entre guillemets pour juger, mais je trouve qu'il est super bien écrit. Et comment, en fait, tu as réussi à te mettre dans, comment dire? Enfin, dans la peau d'un enfant, en fait? Comment est-ce que tu arrives à te remémorer, en fait, ces scènes que tu as vues, en fait? Enfin, je sais pas comment, enfin, comment les romanciers, en fait, comment vous faites ça, en fait? Parce que c'est moi, déjà, il y a des choses, je m'en rappelle plus, en fait, tu vois? Tu me demandes ce que j'ai fait hier, je sais pas, tu vois? Donc se remettre à penser comme un enfant et tout. Comment, en fait, tu fais ça, en fait? Comment tu as réussi à faire ça? Bon, je pense que chaque romancier a sa méthode, et on a des structures de cerveau très différentes d'une personne à l'autre. Chacun pense comme il peut. Dans mon cas, c'est là d'où je parlais de la partie laborieuse, en fait. Il ne suffit pas d'avoir le talent, il faut travailler. Donc ce n'est pas seulement mes souvenirs. Mmh. Heu il y a des entretiens que j'ai fait avec d'autres personnes, Mmh. j'ai lu d'autres livres, Mmh. pour pouvoir avoir des idées parce que parfois j'avais des blocages. Mmh. Je ne savais pas comment les dépasser. Donc en lisant tel roman, je vois que l'auteur a pris ces chemins-là. Parce qu'en fait, à chaque fois, on est là face. C'est comme si on arrivait au bout d'un truc, il fallait prendre soit un virage à gauche, à droite ou aller tout droit. Mmh. Et on se pose la question en fait du meilleur chemin. Donc il y a lire, Mmh. euh, il y a aussi regarder des films. Mmh. Et parfois même, en fait, c'est parce que j'observe à nouveau les gens. C'est-à-dire, quand je vais au foyer, je vois les gens. Donc tout à coup, Mmh. tout ce que j'avais enfoui revient. Heu, donc en fait, il y a plein d'éléments et à chaque fois, il faut noter, il faut Mmh. retravailler. Il faut que chaque détail soit juste. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'à un moment, quelqu'un lise le roman et dise: «Mais non, non, c'est pas du tout comme ça». Mmh. Mmh. Bon, c'est ma plus grande phobie en tant que, je vais dire, romancier, Mmh. que j'écrive des choses et que des gens, dans leur droit, Mmh. hein, Mmh. connaissance des causes, me disent: «Non, ça ne se passe pas comme Mmh. ça, Mmh. ce que tu as écrit est faux», parce que ça voudrait dire que l'illusion n'aurait pas marché. En fait, c'est que Mmh. ce que je voulais raconter, Mmh. voilà, qui avait une faille, une petite couture qui ne passait pas et très honnêtement, hein, au-delà de ces explications, je ne sais pas comment dire parce que comme je le disais tantôt,
chacun a une forme de pensée Mmh. propre à lui-même et dans mon cas, je pense que j'ai cette capacité-là de visualiser les choses en fait, de m'asseoir, on va dire peut-être d'avoir une absence en termes Mmh. normal, mais en tout cas de m'extraire de mon environnement propre Mmh. et d'imaginer autre chose, en fait et de le visualiser. D'accord. Donc c'est peut-être ça qui fait que parfois les gens me disent que c'est que j'écris est très théâtral, Mmh. qu'on voit tout, que c'est Mmh très mh, mmh. visuel, on voit la circulation des gens, des personnes, de la parole. Mais je pense que c'est cette forme de pensée qui, en tout cas, qui fait cela. Parce que je suis capable de m'extraire là, tout de suite, Mmh. sur commande. Mmh. Je parle avec toi, mais je pourrais m'extraire pour aller ailleurs Ouais, non, et reste ici, revenir et reste encore revenir. Voilà, reste dit encore comme pour ça quelque temps. fait bizarre, Ouais. mais Mmh. voilà, c'est comme ça que je fonctionne parfois quand OK. j'écris. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, pour le coup, tes romans sont très, très visuels. Et du coup, oui, excuse-moi, la question de base, c'était pourquoi en fait écrire en soniqué sans traduire? Alors, écrire en soniqué sans traduire. Comme je disais, tantôt, en fait, à un moment donné, la question s'est posée dans quel français allais-je écrire? Comment j'allais traiter cette histoire avec, ces backgrounds de langues plurielles, qui étaient là et en me référant à des gens comme Kourouma ou même Louis-Ferdinand Céline, donc un écrivain français qui a beaucoup travaillé sur le patois, la langue de Paris et Mmh. cetera. Hem Et je me suis dit que si je mettais, les phrases en italique avec des traductions, les notes de bas de page, ça ne passerait pas. Les mettre en italique, j'avais eu un débat avec, monsieur Sylvain Pathieu, qui était l'un des encadrants, qui était totalement contre, la pratique des notes de bas de page et des italiques. Pour lui, c'était une trop grande facilité pour écrire. Un romancier, tu devrais, donner le contexte, enfin, en fait, tout faire pour ne pas faire les notes de bas de page parce Mmh. que ça rend la lecture, Lourd, c'est ça alourdit lourd, ça la peut prendre toute une page. Esthétiquement, ce n'est pas joli. mmh, C'était un anti bas de page. je vois. En quelque part, donc je pense qu'il m'a convaincu par rapport à cela, donc je n'ai pas voulu mettre de notes de bas de page Mmh. et même finalement en réfléchissant tout seul, je me suis dit que la seule manière en fait de créer une égalité entre toutes les langues que je parle et à ces moments-là, on était, en 2020, en 2021, heu, les langues du Mali là, les langues, dites nationales étaient encore nationales, elles n'étaient pas devenues officielles. C'est le français qui était officiel. Donc pour créer une égalité entre les langues, il fallait qu'elles soient traitées de la même façon. Certes, j'écris en français, mais ne pas traduire le soninké, en fait, c'est aussi respecter la réalité de ce que je vis au quotidien, mais c'est quelque part aussi une revendication politique parce que mettre les langues autres que le français en italique, c'est les rendre inférieures, Mmh. vis-à-vis de la langue française OK. et c'est pour cela que j'ai écrit du bambara, du soninké. D'ailleurs, enfin, j'ai écrit à l'aide de mes connaissances, on va dire. Je n'ai Mmh. pas du tout respecté la graphie conventionnelle, Ouais. avec le X, Oui, ça, faut pas le dire, tu vois? ils Ce savent pas. c'est Voilà. donc je l'ai écrit, Pas ah besoin mais de le pourtant dire, j'avais t'inquiète. pris des cours Mmh. de soninké avec Abdoulaye Sow à l'INALCO, qu'il me Mmh. pardonne, mais D'accord. j'ai voulu, qu'il y ait à la fois cette dimension esthétique, donc Mmh. liée à l'écriture, mais aussi, une revendication, en fait, de la sororité des langues, de leur égalité. Peut-être un livre en soninké, plus tard ou en bambara? On me pose cette question, je pense qu'il y a plus de chances qu'il y ait un livre mais enfin, un roman traduit par une autre personne en soninké Je vois. que Djadje qui écrit un livre en soninké pour plusieurs raisons. Heu, je ne il faut jamais dire jamais, je Oui, pense bien qu'un sûr. jour, c'est l'idéal de Mmh. pouvoir le faire. Heu, mais je pense que je n'ai pas encore la capacité, on va dire, intellectuelle d'écrire en soninké parce qu'il suffit pas de parler une langue. Mmh. Pour écrire dans cette langue, il faut un peu plus que ça et j'estime qu'au au jour J, là, au jour ce moment précis, je n'ai pas cette capacité-là, malheureusement. OK. Je vois. Donc là, on va passer sur, Deux grands hommes et demi. Donc Deux grands hommes et demi, donc le roman, il met en scène, une amitié forte, heu, un départ à l'exil, forcé, des difficultés que nos parents ont connues et il parle de soumission quand même, Mmh mh. de respect, de liberté. Mmh.
il parle de, je trouve aussi enfin, il y a des destins qui sont plus ou moins tracés et de ceux qui parfois cherchent à fuir leur destin. Mhm. Donc, toi, qu'est-ce que tu as essayé de transmettre en fait à travers cette histoire? Enfin, plusieurs messages, mais quel est allez, deux, on va dire, ou on va rester sur un message. Quel est le message principal en fait que tu voulais transmettre à travers cette Alors, le, histoire? le message principal, je pense qu'en exergue, au début du livre, il y a le proverbe qui résume. Mm, C'est-à-dire que si on pouvait se balader avec sa maison sur la tête, il n'y mm, aurait pas d'étrangers sur Terre. mm, C'est-à-dire, et ces messages est adressé mm, à ceux du pays d'accueil, qui parfois sont peut-être dans l'idée que les gens envahissent leur pays, ou en tout cas viennent pour des raisons qu'ils ne savent pas, etc. Ont l'impression que oui, en fait, les étrangers, c'est des sortes d'humains mm, sans pays, sans patrie, sans identité, c'est mm. un groupe compact. Et ce message, c'était pour leur dire, mais attention, remettons les choses Alors, contexte. dans leur contexte. Les Ukrainiens, Mm. ils étaient chez eux, ils avaient un pays, ils avaient tout ce qu'il fallait. Il y a eu la guerre, ils se sont éparpillés, ils se sont retrouvés. Oui, mais ils avaient des voitures comme nous, les Ukrainiens, tu sais. Comment? Ils avaient des voitures comme nous, les Ukrainiens. Voilà. Donc, non, mais non, mais c'est là où je veux en venir. Mm, C'est-à-dire quelqu'un aussi qui vient du Mali, mm, qui est parti soit pour des raisons de famine, de mm, guerre ou toute autre raison, avait aussi une voiture, hein. Il avait mm, une maison, il avait sa famille, mm, il avait sa dignité, enfin, il avait son nom, son prénom, sa religion. Donc, en fait, à un moment donné, certes, oui, je comprends que en tant que membre, enfin, en tant que citoyen d'un pays qui voit affluer autant de personnes étrangères, qu'on soit, en fait, légitimement, qu'on s'interroge, qu'on se pose des questions sur qui vient, comment, pourquoi, mais qu'on n'oublie jamais que on peut être à leur place, en fait. mm, C'est pas parce que la France vit en paix depuis 7 décennies ou 8 décennies mm, qu'un Français ne pourrait pas être dans les mêmes conditions ailleurs. Et d'ailleurs, ça arrive. Ça arrive, mais parce que la France a des accords avec beaucoup de pays et que ces Français sont expatriés, qu'ils ont beaucoup plus de privilèges, qu'ils ne s'en rendent pas compte. Sinon, il y a beaucoup de Français qui vont ailleurs dans d'autres pays, d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, qui voyagent aussi. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter de prendre les étrangers comme des extraterrestres, en fait. Ce mm, sont juste des personnes parties de leur pays pour des raisons qui les concernent, hein, mm. spécifiques, mais qui ne sont pas sans identité. Très bien. Merci pour cette réponse et le message principal du coup que tu voulais transmettre. Euh, donc il y a différents personnages dans ce livre. Les personnages principaux sont Mancha et Toko. Mhm. Euh, mais moi, avant ça, j'aimerais revenir sur enfin, un personnage qui m'a quand même marqué, c'est le père. Donc le père qui est un personnage assez complexe, mais duquel on ressent beaucoup de frustration en fait, et frustration qui va remettre en fait sur son fils en fait. Et est-ce que c'est une sorte de critique enfin, je sais pas, du patriarcat en fait, comment dire, et même ce déclassement social en fait qu'il a vécu et du coup toute cette frustration qui remet en fait sur son fils, c'est une critique dépersonnifiée ou est-ce que tu as de la compassion en fait pour lui, enfin, c'est comment en fait? Alors, c'est délicat, c'est pas une critique des personniqués, parce que Mm. tous les Ils sont pas personniqués tous comme ça ne sont pas effectivement, tous comme bien ça. sûr. Certains personniqués, oui, c'est-à-dire, et même de manière globale, certains pères, on va dire, ouest-africains, Mhm, en fait, c'est cette manière de mettre une pression de dingue, on va dire, à mm, son enfant, mm, de réaliser des choses que toi-même, tu n'as pas pu faire dans ta vie. mhm. C'est-à-dire, dire à ton enfant qu'il a le même âge que Mbappé, mais toi-même, tu as le même âge que Barack Obama. Enfin, à un moment donné, il faut mettre les choses à leur place. Enfin, je m'excuse, hein, si je Oui, bien blesse qui sûr. que ce soit. Mmh. Raketo Bekumaka, hein, comme on dit en Bambara, mais Mmh. parfois, Mmh. euh, il faut dire les choses, parce que Mmh. dans notre société, d'ailleurs, on en est venu à créer une image du doigt aimé, c'est-à-dire de l'enfant béni, Exactement. qui est celui, non pas qui prend soin de ses parents, non, qui réalise le rêve Mmh. de ses parents, c'est-à-dire le fait de les sortir de la misère, d'être Mmh. footballeur ou
qu'en sais-je, en tout cas de gagner beaucoup Mmh. d'argent, Mmh. de les envoyer à la Mecque, de leur construire une Exactement. grande villa, de leur acheter une belle voiture. Mmh. Mais en fait, pourquoi lui-même, en son temps, n'a pas pu se faire ce plaisir-là? Mmh. Donc en fait, ça crée donc, une mentalité chez certains parents pauvres et déshérités, de penser que c'est au fils, c'est à l'enfant de réaliser pour eux tout ce qu'ils n'ont pas pu faire. Donc je trouve que c'est mettre un fardeau sur l'enfant que même la religion, je pense, n'exige pas de lui, enfin Exactement. n'exige pas autant de l'enfant vis-à-vis, de ses parents, en tout cas de son père. Donc il Mmh. y avait cette critique-là, mais en même temps, heu, cette condition me touche. C'est-à-dire la condition de déclassé social, en fait, et tout ce que la société peut mettre derrière Mmh. l'échec. C'est-à-dire, surtout pour le personnage, comment il était construit, c'est-à-dire il vient d'une lignée de commerçants de père en fils et c'est lui qui a échoué. C'est lui Mmh. qui a échoué, pour des raisons, Parce qu'il plus a ou été moins impoli avec explicites, un voilà, étranger, c'est ça? on va dire. On va dire, ou pour l'histoire de jalousie, enfin, il y a Oui. voilà. Hem, donc c'est ces sentiments Mmh. d'échec-là aussi que je voulais illustrer, c'est-à-dire, comment une personne qui a grandi dans l'opulence Mmh. pouvait se retrouver pauvre dans un village et puis, c'est centré être la risée de tout le monde et donc passer ses nerfs sur son fils. Et on avait aussi, comment ça s'appelle? Bah, après Mancha et Toko, je vais pas en parler, je pense que je vais Mmh. laisser les gens lire le livre parce que Mancha et Toko, c'est un chassé-croisé au final parce qu'au début, on a l'enfant le plus traditionnel qui au final va plus ou moins s'émanciper, puis Mmh. celui qu'on pensait un peu plus téméraire va finir par, suivre Mmh. les son destin, on va dire. Oui. Mais je vous laisse lire le livre pour ça, on va tout raconter. Et du coup, en parlant de ces 2 personnages, j'aimerais savoir quelle est la pl c'est une question un peu plus globale, hein, pas que sur le livre, hein, mais du coup, quelle est la place de la liberté et de l'individualité, en fait, chez les Soninké? Après, voilà, chez les Soninké, après si tu veux, tu peux le mettre, enfin chez les Ouest-Africains mais chez les Soninké, comment? En fait, chez les Mmh, soninké, en tout cas que je connais, oui, voilà, que tu connais, que voilà. je connais, je précise, l'individualité, enfin, est très difficile en Mmh. pratique. C'est-à-dire, et je comprends pour des bonnes raisons qui sont celles, d'une structure familiale étendue, Mmh. donc où l'entraide et la solidarité est presque une obligation. Mmh. Il y a une dette, c'est-à-dire que la dette morale, elle est tellement forte vis-à-vis de sa communauté, vis-à-vis de sa famille, et cetera, que le fait de se dire que: «J'ai réussi», ça ne Mmh. se dit pas. Nous avons réussi. C'est-à-dire qu'une personne, une seule personne riche dans la famille prend en charge tout le monde. Mmh. Et pour lui, c'est normal. C'est normal que ça soit ainsi. Heu, mais ça crée donc parfois des frustrations, enfin, pas seulement lorsque la personne gagne de l'argent et cetera, mais de Mmh. se pouvoir se définir par rapport à soi-même dans un environnement où c'est mal vu de se dire: «Je». Mmh. L'exemple que je peux donner, parfois et que j'aime donner, c'est d'ailleurs par rapport aux gens qui ont fait des études. C'est ces besoins qu'on développe parfois de vouloir nous accomplir, c'est-à-dire, d'avoir envie de réaliser des choses, de voyager, Mmh. d'acheter des livres, enfin, n'importe quel exemple. Mmh. Heu, mais les proches parfois critiquent, c'est-à-dire, ils ne comprennent pas comment Mmh. toi, tu prends l'avion pour aller en Thaïlande, pour visiter la Thaïlande, alors que ta tante au village Exactement. ne mange pas à sa faim. Techniquement, selon notre compréhension du monde, bah, je n'ai aucune obligation Mmh. vis-à-vis de cette tante lointaine. Mmh. Mais chez les soninké, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas jouir de ton argent comme tu veux tant qu'un membre de ta famille Mmh. quelconque vit dans la souffrance. Donc ça crée des frustrations, on va dire très intenses, surtout chez les jeunes Mmh. qui ont l'impression qu'ils ne peuvent même pas s'acheter des chaussures Mmh. sans qu'on leur dise: «Oui, mais tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça». Donc oui, je pense que je suis d'accord avec cette dette morale, mais il va falloir qu'à un moment Que ça donné, change. peut-être pas totalement, Mmh, oui, bien oui, hein, faut qu'il il y ait faut quand il même faut de encore la de solidarité, solidarité et ça on n'a cetera, pas le choix. mais il faudrait aussi qu'il y ait un peu plus d'individualité, on va dire, d'individualisme pour non pas qu'on puisse ressembler à Mmh, l'Occident, je ne bien sûr. souhaite cela Mmh mh. à personne. Mmh.
voilà, si c'est pour que nos vieux finissent dans les EHPAD, non, je ne parle pas de cela. Mmh. Je parle simplement de réduire un peu, en fait, cette dimension, de loyauté vis-à-vis, de sa famille, en fait, de laisser l'individu s'épanouir d'abord, Mmh mh. en fait, de pouvoir s'aider lui-même Mmh. avant de Avant de donner les avant autres. d'aider les autres. Ça sert Exactement. à rien d'avoir des découvertes de 900 € et devoir financer le mariage du cousin au village. Mmh. Enfin, ça n'a pas de sens. On ne peut pas aider les gens si Sinon on ça est passe soi-même dans le besoin. Exact. Et toujours sur cet esprit d'individualité, de liberté, heu, est-ce que, d'une certaine manière, tu fuis ton destin de jeune soninké, heu, qui est censé, enfin, en devenant écrivain, en fait? Est-ce que tu fuis un peu cela? Enfin, après, Dieu merci, tu es jeune, je souhaite une très, très longue vie, hein, voilà. Amine. Mais est-ce que enfin, tu fuis, le chemin tracé, en fait, du jeune soninké qui a fait des études, qui doit ensuite aller travailler, envoyer de l'argent et tout ça, en devenant écrivain, en fait, en racontant, ses histoires? Ou c'est une autre manière de se rapprocher de ta culture, on va dire? En fait, il y a longtemps que je pensais pouvoir fuir, hein, mais à chaque fois, j'étais rattrapé par la réalité. C'est-à-dire, enfin, la première fois où j'ai vraiment eu conscience de cela, heu, je crois que j'étais à une soirée, hein, de lecture, enfin, d'un autre auteur à la Maison de la Poésie. À un moment donné, j'étais là, on était arrêté en pleine rue en train de siroter des cocktails parce que, bon, c'était, un peu la pause et cetera, et là, il y a des gens qui passent pour ramasser les poubelles. Mmh. Donc je les entends parler en sonique. Mmh mh. Je suis là avec un autre public, Mmh. évidemment, mais en fait, j'ai l'impression que Mmh. enfin, on peut pas dire que j'étais dans le faux, mais Mmh. j'étais dans le déni, je Mmh. n'appartiens pas. En fait, D'accord. j'étais plus proche des soniqués qui étaient là en train de ramasser les poubelles, Exact. que des soniqués, voilà, Mmh. qui étaient à côté de moi. L'autre exemple plus récent, c'est que je travaille à Livre Hebdo dans le 6e, il y a un chantier juste à côté. Donc un jour, j'arrive, je vois une collègue devant moi, je la salue: «Ah Domiti, comment vas-tu?» Et là, j'entends mon nom. Djadje, Djadje. Je ne réponds pas parce que je me dis: «Mais qui m'appelle Mmh. comme ça?» Et la personne dit: «Mpawa Tokora». Et là, je me retourne. C'est Mmh. qui? C'est mon oncle. Ah! Et là, Domitique dit: «Mais pourquoi tu parles aux ouvriers?» Je dis: «Bah oui, mais c'est C'est mon mon oncle. oncle». Ouais. Oui. Parce qu'elle, elle m'attendait, elle Mmh. s'attendait à ce que je la rejoigne et là, je m'arrête pour parler à des ouvriers, Mmh. mais c'est mon oncle, c'est le frère de mon père Mmh mh. qui est là. Donc je suis obligé de Bien m'arrêter sûr. pour le saluer. Donc je pense qu'à tout moment, oui, Mmh. évidemment, je me laisse aller sur ces nuages de rêverie, de littérature, d'écriture, de romans, Mmh. mais même dans l'écriture, je suis tout le temps rattrapé par cette réalité et en soi, ce n'est pas grave, en fait, ce n'est Mmh. pas grave. Je suis ce que je suis, justement parce que je suis né dans une famille soniquée, Mmh. même si j'ai eu la chance de faire autre chose, de sortir des sentiers battus. D'ailleurs, c'était un vrai combat, je pense, que j'ai dû mener, pas seul, pour pouvoir continuer à faire des études. Parce que pour Mmh. certaines personnes, arriver en France, déjà, c'est bien. Oui, bien sûr. Pourquoi tu vas perdre ton temps à aller Mmh. faire des études? Mmh mh mh. Après, puisque mon père était assez ferme sur cette question, donc il les envoyait balader à chaque fois, Mmh. mais à un moment donné, la pression était telle Mmh. que lui-même Mmh. commençait à s'impatienter. En plus À que se tu es dire l'aîné, hein, c'est ça? voilà, en me disant: «Oui, bon, ça fait longtemps quand même que tu fais des études, il y aurait pas Ngoliathkala. moyen il y a pas moyen de d'arrêter ça?» Mmh. Bon après, bon, c'était comme par hasard à la fin de mes études de master, et je lui ai dit que, bah, de toute façon, j'avais fini et Dieu faisant bien les choses, on va dire. Et juste après ça, bah, le 1er roman qui est paru, donc il y a eu, une belle réception, donc tout en fait, je pense que à chaque fois qu'il y a ce tiraillement entre le fait de devoir travailler, d'envoyer de l'argent, et Mmh. cetera, ces considérations-là, il y a quelque chose dans ma vie qui se produit, Mmh mh. du coup, qui atténue, en tout cas, cette pression, et je pense, enfin, je fais des analogies avec d'autres amis que je connais, qui sont pas enfin, qui n'écrivent pas forcément des livres, mais qui ont d'autres parcours professionnels, Mmh. et on a l'impression que en fait, c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, heureusement, il se produit soit une promotion ou un événement dans notre vie, en fait, qui fait que ça rassure les parents. De se dire que ce n'était pas vain d'avoir fait des études, parce que je n'ose pas imaginer pour des gens, en tout cas de mon entourage, soniqués ou pas soniqués, qui avons fait des études, si nous avions eu des parcours un peu, Mmh. je ne vais pas dire banals, Mmh. mais classiques. Mmh.
ou tu finis les études et tu attends 1 an et demi avant l'insertion. Là, ce n'était pas envisageable. Il fallait tout de suite produire une étincelle quelque part, en Exactement. fait. Merci pour cette réponse. Là, je pense qu'on arrive à la fin de notre entretien et on va on va toujours parler de transmission et de ses réflexions. Et j'aimerais savoir, en fait, toi, tes livres, à qui est-ce qu'ils s'adressent en fait? T'écris pour qui? Pour les jeunes, pour la diaspora, pour les Soninkés, pour toi, enfin, pour qui t'écris? C'est compliqué de répondre à cette question parce Mmh, que, hem, mon avis ne chan ne n n'arrête pas de changer à chaque fois mmh, que je réfléchis à la question. Au début, je pensais écrire pour des jeunes de mon âge, hein. D'ailleurs, le Duel des grands-mères, pour moi, c'était, une sorte de revanche, mmh, de moi et mes camarades sur le symbole, sur la langue française, sur la dictature des cousins du village, enfin, toutes les oui, frustrations effectivement. accumulées. Mais finalement, dans la réception du livre, jusque-là, c'est plus des Français, des Belges, des Canadiens qui l'ont lu essentiellement. Il y a une communauté africaine qui lit, bien sûr, qui a acheté le livre, mais par rapport à la globalité de ceux qui l'ont lu, Mmh mh. c'est très peu. Mmh. Et là, finalement, est-ce qu'on peut même choisir, en fait, Mmh. les gens pour qui on écrit? En tout cas, dans mon intention, c'est d'écrire à quelqu'un qui me ressemble, donc qui parle toutes ces langues-là, qui se pose ces questions, qui habite en Europe ou en Afrique, en tout cas, qui vit dans ces doubles espaces, géographiques et culturels. Après, libre, aux librairies, Oui. aux lecteurs, Mmh. sans parler du livre, ça, je n'ai aucun contrôle là-dessus, mais en Mmh. tout cas, dans mon intention, effectivement, j'écris pour des gens qui sont dans un double espace géographique et culturel. Pas nécessairement soniqué Oui, bien sûr. français, ça peut être, flamand Mmh. ou russe, mais dans une quête identitaire, on va dire. Et autre chose, pourquoi est-ce que, selon toi, c'est important de raconter nos histoires? Que ce soit celle de nos parents à travers, le Deux grands hommes et demi ou l'histoire de ton histoire, en fait, en tant qu'enfant, qui vit entre, la ville et le village. Pourquoi c'est important, en fait, qu'on raconte nos histoires? Et Bah, de manière prosaïque, il y a ce proverbe qui dit que à chaque fois, l'histoire de chasse, effectivement. voilà, c'est toujours le chasseur qui gagne, mais le Mmh, jour où le lion ou en tout cas un autre animal aura raconté sa part de vérité, mmh, on verra bien que ce jour, le chasseur n'est pas le héros que l'on pense qu'il est. mmh, Et je pense qu'il est important d'écrire nos histoires parce que si nous ne le faisons pas, c'est d'autres personnes qui vont les écrire et qui le font d'ailleurs, en fait. Il y a mmh, beaucoup et ça part parfois de bonnes intentions, mais mmh, il y a beaucoup de personnes qui essaient de se saisir des histoires, justement, du double espace africain, européen, qu'ils font plus ou moins bien ou selon leur propre point de vue. Donc ça crée encore davantage de frustration parce que le lecteur va en librairie: «Ah tiens, ce livre parle de mon pays», ouvre le livre, le lit, mais a envie de s'arracher le cheveu. Enfin, mmh, donc je me dis qu'à un moment donné, j'écris aussi les livres que j'aurais voulu lire, et qu'il faut aussi occuper l'espace. Enfin, mmh. puisqu'on parle d'espace, si on ne l'occupe pas, d'autres personnes vont vouloir ou vont écrire, nos histoires à notre place et ça ne sera pas forcément c'est à ce quoi on peut s'attendre en tant que OK. concerné. Et enfin, juste avant, tu disais que, enfin, au niveau de la réception, qu'il n'y a pas eu assez du coup d'Africains, on va dire, qui ont lu le livre, hein. Com Enfin, j'allais dire comment, comment y remédier? Comment y remédier? Bah, en remédie, il y a plein de solutions. Là, tu parlais de traduction, enfin, tu me Mmh, demandais pourquoi j'écris pas en soniquais, je parlais de traduction. Et quand je dis qu'il y avait plus de chances mmh, de voir une traduction que moi qui écris en soninké, c'est p je pensais à d'autres, comment dire? À d'autres supports. mmh. C'est-à-dire qu'il y a le livre certes, mais il peut y avoir, le Un livre film, audio le livre audio, le en soniché, cinéma, la traduction en effectivement. soninké. En fait, le livre papier, Mmh, c'est un très beau support mmh, que j'affectionne énormément, mais ne suffit pas, en mmh, fait. Parfois, pour vulgariser les choses, même pour des lecteurs qui ne lisent qu'en français, mmh.
parfois, ils regardent d'abord un film, ils Exactement. disent: «Ah ben c'est Ensuite, waouh» et ils lisent à la fin, en fait, c'est un livre inspiré, enfin, c'est un film, inspiré d'un livre, mmh, donc lisent ensuite le livre. Donc, je pense que l'une des solutions peut être de changer le support. Livre audio ou film ou tout autre support, OK. numérique. Et toujours sur la enfin, on va dire sur la littérature africaine, comment est-ce que tu vois la scène, littéraire africaine évoluer, que ce soit de la enfin, africaine d'Afrique ou même de la diaspora, en fait? Comment est-ce que tu la vois évoluer? Est-ce qu'il y a des auteurs qui t'inspirent? Parce que il y a eu les Soleils invincibles, si je dis pas de bêtises. Il y Mmh. a, le livre de Bala Fofana, si je dis pas aussi de bêtises, que j'ai pas lu. Mais, comment est-ce que tu vois tout ça, en fait? Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a il y a des choses qui te parlent, qui t'inspirent, qui te donnent envie? Alors, on va dire dans l'espace francophone, Mmh, parce qu'il y a les anglophones qui font autre chose à côté, mais c'est on n'a vrai. pas le temps de voir tout ça. Et surtout dans ce qui se produit, on va dire dans le centre littéraire parisien, Mmh, je pense qu'il y a un nouvel élan, il y a une nouvelle génération qui mmh, arrive, hein, qui est là d'ailleurs et chez Présence africaine, bah, il y a Les Soleils invincibles, il y a Bala Fofana avec La prophétie des Dali qui est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il y a une autrice, sénégalaise aussi, enfin franco-sénégalaise, heu, chez Grasset, c'est Nabou Sonko, qui a fait un livre sur les djinns. d'accord. Voilà, que je OK. trouvais magnifique, enfin, à la fois sensible sur la question de la maladie, psychiatrique et sa D'accord. réception. En fait, ces djinns-là, superposés à des personnalités justement de la double culture, identité, parce que le personnage est une femme, dont la maman dit qu'elle a un djinn blanc. Parce Blanc, que OK. parfois elle a des D'accord. comportements, voilà, et cetera. Ah d'accord. Donc en fait, elle joue là-dessus tout le Mmh long mh. du roman mais même si ça raconte aussi la maladie, Mmh. et le remède, miraculé, enfin une grand-mère guérisseuse, enfin bref, je vais pas tout spoiler, Mmh. mais voilà, ça c'est question de transmission, des réalismes magiques, on va dire, voilà, qui m'ont beaucoup passionné. Après, il y a Mohamed Bougarsar, hein, notre fierté, on va dire, le Goncourt, qui m'inspire énormément. J'avais lu, Heu, la plupart de ses romans, enfin, je veux dire tous ses romans d'ailleurs Mmh. et quand il a eu le Goncourt, bah, avec La plus secrète mémoire des hommes, on va dire, c'était Ouais. spectaculaire, on va dire, hein, historique. Il y a lui, il y a son fidèle ami Elgas, qui a fait un essai sur le ressentiment colonial. Bon, avec des idées propres à lui, Mmh. qui ne met pas d'accord tout le monde Mmh. qui ne mettent pas d'accord tout le monde, mais que je trouve aussi inspirant, ne serait-ce que dans sa démarche intellectuelle, parce qu'il anime aussi une émission sur RFI sur l'histoire africaine. Donc vraiment d'essayer d'occuper l'espace, le terrain. Donc il y a toutes ces personnes-là, Mmh. je veux dire, plus jeunes écrivains, essayistes, romanciers. Et pour dernier mot, enfin, quel conseil donnerais-tu à un jeune Africain soninké qui veut écrire aujourd'hui? Les mêmes qu'on m'a donné, lire d'abord, Mmh. écrire ensuite et être exigeant. Très bien, très bien, très bien. Bah, écoute, merci, pour cet entretien. Merci pour cet entretien riche. Je pense que tu nous as parlé de beaucoup de sujets. On a appris plus sur toi, sur, sur tes œuvres Mmh. aussi. Heu, bah et enfin, pour la suite du coup, qu'est-ce qu'il y aura? Des livres, du cinéma, du théâtre, c'est quoi? Je pense qu'il y aura un peu de tout, mais pour le moment, de mon côté, j'essaie de rester sur les livres, Mmh. il y a un prochain roman Mmh. qui est en cours d'écriture, on verra bien quand ça va sortir. Mmh. Il y a eu des propositions d'adaptation aussi, donc que je suis en train d'étudier avec la maison d'édition. Mmh. Après rien de concret, c'est Mmh. souvent des choses qui, voilà, n'aboutissent pas et je pars du principe que ça ne va pas aboutir. Mmh. Lorsque ça aboutira peut-être, on verra le résultat. Mmh. Et je pense aussi à écrire des essais. Enfin, le roman, ça c'est un médium qui permet justement de raconter la fiction. L'essai, c'est plus enfin, développer une pensée, des idées. Donc j'aimerais aussi, D'accord. prendre un thème et puis, qui m'est cher d'ailleurs pour essayer d'en faire un essai, mais on verra, on verra. Enfin, ça demande du temps, de l'énergie, donc oui. Eh bien, bah, écoute, Djadje, je te souhaite le meilleur.
Et j'espère qu'on te reverra une prochaine fois pour ton prochain roman ou film ou autre ou que sais-je. Voilà. Noiri. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Namari Podcast. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux.